Bonsoir, j'ai donc le plaisir de vous retrouver pour la deuxième conférence d'hépatogastroentérologie, conférence sur Internet, conférence Raphaël. On s'était vu il y a quelque temps pour une conférence qui avait eu pour sujet le tube digestif supérieur. Et là, je vous propose que nous voyions le tube digestif inférieur, donc avec principalement les données sur les troubles de transit, diarrhée, constipation, troubles d'absorption, etc. Comme d'habitude, on va commencer par deux dossiers à réponse immédiate, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs des dossiers très courts ni très faciles, mais dans lesquels vous avez peu de temps pour réfléchir et les mots-clés doivent venir quasiment tout de suite. Puis, dans la deuxième partie, nous verrons trois dossiers un peu plus élaborés, façon ECN, donc un peu plus difficiles et qui seront l'objet d'une discussion plus détaillée. Donc, je vous propose que nous commencions donc par le dossier numéro 1. Le dossier numéro 1 concerne M. F, qui est âgé de 70 ans et qui vous consulte pour des douleurs de la fosse iliaque gauche, évoluant depuis 3 jours dans un contexte d'altération de l'état général avec nausées, frissons, fièvre à 38,5 et troubles du transit à type de diarrhée, faite de 4 à 5 exonérations molles par jour. Ce patient présente dans ses antécédents une appendicectomie dans l'enfance, une cholécystectomie pour une maladie lithiasique 10 ans auparavant, et il présente une hypertension artérielle bien équilibrée par l'oxène, une hypercholestérolémie sous Zocor et un anédome de prostate subxatrale. On est face donc à un homme de 70 ans, je dirais, typique, comme on le sera probablement. L'examen clinique retrouve un patient en bon état général. La température corporelle est à 38,8. La palpation de la fosse iliaque gauche est douloureuse avec une défense localisée. Le toucher rectal est douloureux à gauche. Question 1. Quel diagnostic évoquez-vous devant cette symptomatologie? Allez, je vous donne 1 minute. La réponse que j'attendais, c'était sigmoïdite diverticulaire. J'accepte aussi diverticulite sigmoïdienne. Sigmoïdite diverticulaire, je dirais que vous n'aviez aucune difficulté à poser ce diagnostic parce que vous étiez face à un patient appendicectomisé de 70 ans qui présentait un tableau d'appendicite à gauche et donc le tableau était tout à fait typique. Pourquoi diverticulite sigmoïdienne? Je dirais presque que je préfère ce terme parce qu'il laisse présager que vous avez compris la physiopathologie de la maladie diverticulaire sigmoïdienne. C'est-à-dire que, premièrement, il faut vous rappeler que la diverticulose est une maladie extrêmement fréquente. Quand je dis le mot maladie, j'ai d'ailleurs tort parce qu'il ne s'agit pas d'une maladie. La diverticulose, ça touche presque 60% des patients de 60 ans. C'est extrêmement fréquent, ça ne donne aucun trouble, et tant que ça n'est pas compliqué, ça doit être considéré comme quelque chose de banal. La diverticulose est probablement un peu associée à des troubles fonctionnels intestinaux, à des petits troubles du transit intestinal, avec des tendances au ballonnement, etc. Mais finalement, on ne peut pas dire que ce soit à proprement parler ni une cause de trouble fonctionnel intestinal, ni une maladie intestinale. Cette diverticulose va pouvoir se compliquer globalement de 3 complications que l'on va revoir, qui sont la sténose, avec l'occlusion possible, qui sont la surinfection avec la sigmoïdie diverticulaire et qui sont le saignement avec l'hémorragie diverticulaire. Lorsque vous avez une sigmoïdie diverticulaire, vous avez systématiquement un seul diverticule, je dis bien un seul, qui s'est perforé
Et donc, c'est cette micro-perforation d'un diverticule qui explique la sigmoïdite. Et c'est pour ça que le terme diverticulite sigmoïdienne me paraît faire comprendre bien au correcteur que vous avez compris la physiopathologie. C'est un seul diverticule qui s'est micro-perforé et qui va pouvoir, à son tour, se compliquer de différents problèmes, comme on va le voir par la suite. Comment en ferez-vous la preuve? Oh, 1 minute aussi, ça suffit. Pour faire la preuve d'une diverticulite sigmoïdienne, l'examen de référence, c'est le scanner abdominopelvien. Ce scanner abdominopelvien sera au mieux réalisé après opacification vasculaire, attention à l'allergie, attention au diabète, attention à l'insuffisance rénale, et une opacification digestive. C'est ce qu'on appelle le scanner des organes creux. Et il faut bien dire au radiologue que l'on recherche une sigmoïdite diverticulaire, c'est-à-dire un épaississement, des signes d'absédation au niveau du sigmoïde, de façon à ce que le radiologue fasse des coupes centrées au niveau du sigmoïde pour bien voir les diverticules, pour bien voir l'épaississement de la paroi, pour bien visualiser également la graisse périsigmoïdienne, puisque l'épaississement de la graisse périsigmoïdienne, l'hypervascularisation de la graisse sigmoïdienne, ce sont des signes directs en faveur de l'inflammation. Le deuxième examen, c'est le lavement aux hydrosolubles. Je dirais c'est l'examen historique. Alors attention, les hydrosolubles ici doivent être utilisés car c'est une contre-indication à la barite. En effet, je vous rappelle que l'utilisation de barite est contre-indiquée en cas de perforation intestinale. Or, on a dit que la diverticulite était une perforation, micro-perforation du côlon, mais quelquefois, il pourrait y avoir une perforation plus importante. Et qui va retrouver donc un sigmoïde inflammatoire avec une sténose inflammatoire et de nombreux diverticules spiculés. C'est-à-dire que, normalement, quand vous avez les diverticules, ça fait des petits doigts de gants ou éventuellement des petits ballonnets comme ça, le long de la paroi, notamment au niveau du bord antémésentérique. Et puis, quand vous avez une infection, eh bien, vous allez avoir quelque chose de pointu. Bien évidemment, vous pouvez également rechercher une sortie, une fuite du produit de contraste qui peut signer une perforation en péritoine libre ou dans un abcès. Question suivante. Quelle est votre attitude thérapeutique? 2 petites minutes. Uniquement les mots-clés.
hospitalisation en milieu chirurgical, urgence digestive, repos au lit, régime sans résidus. On pourra laisser le patient à jeun au début, mais très vite un régime sans résidus sera suffisant. Prélèvement d'un bilan préopératoire. En plus de ce bilan préopératoire, vous êtes face à un tableau fébrile. Donc, les hémocultures et le CBU qui doivent être systématiques. Pose d'une voie veineuse, réhydratation, rééquilibration électrolytique. Je n'attendais que ça comme mot-clé. Vous êtes d'accord que vous pouvez également mettre lutte contre le troisième secteur. Et puis, dans la réhydratation, la rééquilibration électrolytique, vous pouvez commencer par du G5%, plus 4 grammes de NaCl par litre, plus 2 grammes de KCl par litre. Ne pas oublier en cas de prise d'alcool la vitamine B1, ça vous avez l'habitude. Adapter au bilan entrée-sortie, Enfin, tous ces mots-clés qui peuvent apparaître dans une réponse plus détaillée que je n'attendais pas ici. Antalgie. Ne pas oublier l'antalgie. La glace sur le ventre, ça c'est pour le cas où vous seriez corrigé par un vieux professeur de l'université, parce qu'on sait que ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, les antispasmodiques, oui. Les antalgiques type paracétamol, oui. Et je rajouterai à cette réponse, suivre les paliers OMS. Je ne sais plus s'il y a 2 L ou un seul L à palier, peu importe, on s'en fiche. Dans tous les cas, il faut bien penser à faire ça parce que ces douleurs peuvent être extrêmement violentes et il est hors de question de ne pas mettre un petit peu de morphine à quelqu'un qui souffre intensément à l'arrivée. Vous vous souvenez probablement que vous avez entendu que devant une urgence abdominale aiguë, on ne donne pas de morphine. Je crois que c'est une erreur. C'est une erreur au siècle du scanner. Tant que nous n'avions pas d'autres moyens que l'examen clinique, la morphine, effectivement, peut masquer des signes péritonéaux. Et devant une urgence abdominale aiguë qui peut se compliquer d'une perforation et d'une péritonite, il était l'usage de ne pas mettre de morphine pour pouvoir surveiller l'apparition ou non des signes péritonéaux. Aujourd'hui, une péritonite, ça se diagnostique au scanner, et donc si le patient souffre, comme de toute façon il aura probablement un scanner, eh bien, on peut lui donner de la morphine quasiment dès son arrivée, et parfois il vaut mieux utiliser la morphine que du paracétamol si on ne sait pas exactement quel est le bilan hépatique du patient. Bien évidemment, la base de l'attitude thérapeutique, c'est l'antibiothérapie. Alors, en matière de tube digestive et d'urgence digestive aiguë, on a recours à une biantibiothérapie en intraveineux et on a tendance à utiliser cette association d'augmentin et de ciprofloxacine. 3 grammes par jour d'augmentin IV, 200 mg x 2 de ciprofloxacine. Je vous propose cette antibiothérapie parce qu'elle couvre tous les germes à visée digestive, c'est-à-dire les entérobactéries, c'est-à-dire les BG-, c'est-à-dire les anaérobies. Vous pouvez utiliser d'autres antibiotiques. Par exemple, pour couvrir exactement le même spectre, vous pourriez utiliser une association de rocéfine. Mais si vous mettez de la rocéfine, vous n'êtes plus actif sur les anaérobies et donc vous utiliserez du flagyl en plus. De même, à la place de l'augmentin, vous pouvez utiliser du clamoxyl et du flagyl. Moi, dans tous les cas, ce que je vous propose, c'est que comme dans les urgences digestives, que ce soit la sigmoïdite, que ce soit les urgences biliaires, que ce soit les problèmes de
péritonite ou que ce soit les problèmes d'appendicite, utilisez une seule antibiothérapie. C'est-à-dire que vous apprenez ces 2 antibiotiques et vous les utilisez toujours les mêmes, de façon à ne pas multiplier les erreurs de prescription. Je vous rappelle que l'antibiothérapie sera faite en IV jusqu'aux 48 heures après l'obtention de la pyrexie, ou le traitement sera donné par voie orale pour une durée totale de 10 à 14 jours. Bien évidemment, cette antibiothérapie pourra être modifiée en fonction des résultats de l'hémoculture. À quelle principale complication est exposé ce patient? Allez, 1 minute. Vite, vite, que les mots-clés. On attend quoi? Les abcès, les péritonites par perforation en 1 ou 2 temps, c'est-à-dire que c'est l'abcès qui peut se compliquer de péritonite. Les fistulisations, là aussi c'est l'abcès qui va fistuliser, soit en péritoine libre en donnant la péritonite, soit vers la peau, le vagin, chez une femme, ce n'est pas le cas de notre grand-père, vers la vessie, plus, avec son signe qui est la pneumaturie. Les sténoses inflammatoires, et puis les hémorragies. Alors attention, il est rare qu'une diverticulite saigne. Ça arrive, mais c'est rare. Il est amusant de constater que les diverticules soit se compliquent de phénomènes inflammatoires, soit se compliquent d'hémorragie, mais rarement les 2 en même temps. L'hémorragie diverticulaire, c'est une véritablement plaie à prendre en charge. Ça peut saigner de façon intense, ça peut nécessiter des réanimations identiques à celles que nous avons vues dans l'ulcère hémorragique, et quelquefois, le traitement endoscopique n'est pas très valable, et on est obligé de proposer une colectomie subtotale ou totale. En cas de récidive, quelle serait votre attitude thérapeutique? 1 minute. Je vous laisse à peine le temps de réfléchir. La récidive doit être traitée par un traitement médical identique à celui que nous avons vu précédemment. Et puis, il doit entraîner une sigmoïdectomie à froid, avec au mieux une anastomose en un seul temps. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a été montré que lorsqu'on a fait une crise de sigmoïdite diverticulaire, eh bien, on a 25% de chance d'en faire une deuxième. Quand on a fait 2
crise de sigmoïdite, on a 75% de chances d'en faire une troisième. Or, vous ne pouvez jamais savoir quelle sera l'intensité de la crise. Est-ce que ça sera une crise du même type que le patient a déjà eu, ou est-ce que ça sera une péritonite d'emblée, ou un abcès sévère d'emblée? Eh bien, vous ne pouvez pas répondre, et donc vous ne pouvez pas prendre le risque d'avoir une troisième poussée qui peut être encore plus sévère, et donc il faut proposer au mieux cette sigmoïdectomie à froid avec anastomose en un seul temps qui évite les problèmes. On peut être amené à opérer à chaud les patients en cas de perforation avec péritonite d'emblée ou d'abcès collecté. Alors, dans les abcès collectés, on a tendance à éviter l'intervention et à faire un drainage percutané par voie scanographique, puis de traiter médicalement et enfin de proposer la sigmoïdectomie à froid dans un troisième temps. En cas de péritonite, malheureusement, la sigmoïdectomie à chaud est obligatoire ou quelquefois, lors du même temps, je veux dire que le lavage péritonéal, mais quelquefois, on ne peut pas faire d'anastomose dans le même temps et on est obligé de faire une intervention avec exclusion du rectum et mise à la peau du côlon d'amont, ce qui rend nécessaire une reprise chirurgicale dans un deuxième ou troisième temps, avec fermeture de la stomie, qui sont des interventions extrêmement lourdes. 3 semaines après le début des troubles, le patient présente de nouveau des douleurs abdominales associées à une diarrhée incoercible liquidienne et verdâtre, avec déshydratation globale. Quel diagnostic suspectez-vous? Comment en ferez-vous la preuve? Allez, je vous donne 45 secondes de réflexion et 30 secondes pour répondre. Il s'agit d'une colite pseudomembraneuse à Clostridium difficile, puisque vous avez un syndrome cholériforme, c'est-à-dire que vous avez une diarrhée aiguë, liquidienne, avec déshydratation, au décours d'une antibiothérapie. Et il faut savoir que l'antibiothérapie a une colotoxicité. La colotoxicité de l'antibiothérapie est globalement de 2 types. Vous avez une première toxicité qui est une toxicité directe, immunoallergique, qui est que le côlon va réagir à la présence de l'antibiotique en ayant une colite aiguë qui est le plus souvent hémorragique et qui va donner un syndrome dysentérique. C'est ce que l'on voit par exemple avec la toxicité du clamoxyle sur le côlon. Et puis vous avez une toxicité indirecte qui est la toxicité la plus connue des antibiotiques au niveau du côlon et qui est une action de modification de la flore intestinale avec la destruction des germes sensibles à l'antibiothérapie et l'émergence de souches non sensibles à cette antibiothérapie, comme le Clostridium difficile qui existe dans notre côlon et qui va émerger au moment de l'antibiothérapie. Ce Clostridium difficile va entraîner ce syndrome cholériforme qui est une diarrhée toxinique d'origine colique extrêmement violente avec déshydratation. Le diagnostic de colite
à Clostridium difficile va se faire soit par les coprocultures avec une recherche de toxine A du Clostridium difficile, et il faut bien demander cette recherche de la toxine c'est-elle la preuve du diagnostic. Et puis le deuxième élément, c'est l'aspect de la rectoscopie faite en urgence qui va retrouver la colite pseudomembraneuse avec la présence de véritables clous au niveau de la muqueuse, de clous blanchâtres correspondant à ces fausses membranes. Voilà ce dossier à réponse rapide. Je pense que ce tableau d'appendicite à gauche chez un sujet âgé ne laissait aucun doute. La prise en charge de ce patient, première crise, deuxième crise, doit être parfaitement connue. La place de la chirurgie et les modes de chirurgie doivent être également connus. C'est un dossier parfaitement tombable. Cette petite question sur le Clostridium difficile, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Et je crois que toute antibiothérapie, quand vous voyez une diarrhée au décours, pensez bien au Clostridium difficile et à sa recherche et à son traitement. Le traitement du Clostridium difficile est parfois difficile. Je vous rappelle qu'en première intention, il fait appel au flagyl à la dose de 500 mg 4 fois par jour pour une durée de 15 à 21 jours. En cas de récidive, parce que la récidive est extrêmement fréquente, vous pouvez passer à la vancomycine orale à la dose de 500 mg 4 fois par jour pour une durée de 10 à 21 jours. Il n'y a pas de traitement préventif du Clostridium difficile, quoi que l'on en dise, et le fait de donner de l'ultralevure aux patients ne les préserve pas de ce risque. Enfin, la question est de savoir est-ce que quelqu'un qui a fait une colite pseudomembraneuse à tel ou tel antibiotique est à risque de refaire une colite pseudomembraneuse avec le même antibiotique? La réponse est difficile. Il semblerait que oui, et on a donc tendance à éviter cette gamme d'antibiothérapie. Mais attention, je vous signifierai que l'indication prime sur le risque de la contre-indication.